Je vous remercie. Bonjour. Je ne vais pas beaucoup vous parler de technique, je vais beaucoup vous parler de relation à la nature, qui est en fait un vrai enjeu du point de vue de l'énergie. Alors, l'éco-village des Noé se trouve à Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, c'est la dernière ville nouvelle française, ville nouvelle qui était tombée, qui a démarré beaucoup trop tard pour pouvoir être achevée. C'était la fin des 30 Glorieuses quand Val-de-Reuil est créé. Et la ville tombe en désuétude. Dans un premier temps, elle s'appelait Le Vaudreuil jusqu'en 78, puis elle s'appelle Val-de-Reuil à partir de 81, ce qui est la dernière ville née en France. Cette ville tombe en désuétude jusqu'à ce qu'un nouveau maire arrive, qui est un maire socialiste, et qui, quand il est à Paris, est le secrétaire général de LVMH. Et il a très vite compris que pour que la commune vive, il n'y a pas que le projet urbain qui est nécessaire, il faut amener du travail. Et donc il a réussi à faire en sorte que des entreprises pharmaceutiques s'installent à Val-de-Reuil, et ça a tout changé. Ça a fait redémarrer, finalement, avant qu'il ne commence ce travail-là, la ville perdait tout, perdait à la fois des habitants, perdait de la valeur, enfin l'immobilier n'avait plus du tout de valeur, donc il arrive et il relance toute cette histoire, un très gros programme en rue, fortement soutenu par l'ANRU, jusqu'à ce que finalement il y ait, même chez les bailleurs sociaux qui avaient quitté la ville, l'envie de revenir. Et donc Siloge, qui est un bailleur social d'Évreux, lance un programme de consultation sur un site. Est-ce qu'il y a pas un pointeur, non. Voilà. Sur le site qui est en rouge, là, il lance un concours pour 100 logements BBC et un secteur horticole. Dans le cadre d'une CREM, c'est-à-dire une procédure de conception, réalisation, entretien, maintenance, et c'est Bouygues Grand Ouest qui devient le mandataire de ce projet. Donc une fois qu'on le livre, et vous le voyez ici, l'écoquartier est composé à la fois de maisons individuelles, c'est ce que vous disiez, d'intermédiaires, de collectifs, et un grand secteur qui est un secteur inondable, parce qu'on est au bord de l'Eure, et l'Eure c'est la Seine, et quand la Seine déborde ici, elle déborde aussi là-bas. Et donc on a travaillé avec tous les éléments que la nature pouvait nous donner ici, y compris l'accueil de l'eau. Il y a une crèche qui a été ajoutée, il y a une halle publique qui est aussi installée là, parce que dans la partie la plus proche de l'Eure, il y a une possibilité d'horticulture qui est portée par une coopérative qui fait de la réinsertion sociale par de l'horticulture bio. Les jardins ouvriers sont juste à côté. Il y a une partie qu'on a laissée c'est ce qu'on appelle les incroyables comestibles, c'est-à-dire la possibilité pour des gens qui sont dans le besoin de venir directement se servir dans un secteur qui n'est pas fermé, qui n'est pas protégé. Et la halle, finalement, sert à faire du lien, évidemment, entre les producteurs et les habitants du quartier, mais aussi ce quartier et les quartiers alentours. Et ici, en partie basse, que l'on voyait auparavant, quelque part ici, voilà, vous avez une chaufferie bois. Donc les logements sont passifs, et il y a un chauffage au bois avec des plaquettes qui sont produites localement, puisqu'on est quand même dans une région où il y a de la forêt, hein, c'est la Normandie. Et donc voilà, c'est un producteur local qui nous approvisionne en plaquettes. L'entreprise Bouygues s'est engagée sur la consommation des habitants. On pourra en reparler si vous voulez à un autre moment, mais donc voilà. Le projet est comme ceci, ça déborde, et quand ça déborde, on a géré la venue de l'eau. Les logements sont tous orientés de telle manière de présenter le nord, leur façade nord, perpendiculaire à la vallée, de telle façon que les vents froids qu'il y a dans cette vallée ici, dans l'Eure, soient bloqués en fait par les façades et que les maisons sont tournées vers le sud, et je reviendrai sur ça auparavant. Donc quand l'eau n'est pas là, eh bien, il y a un beau paysage qui est arrivé, puisque l'eau, c'est la biodiversité, c'est la vie, c'est le paysage, et
Et donc, il ne faut jamais lui dire « tu ne viens pas », il faut la laisser venir. Et c'est une manière assez jolie aussi d'être frugal, puisque quand on fait ça, on n'a pas besoin de construire des murs, on n'a pas besoin de construire plein de choses, on n'a pas besoin d'énergie à mettre dans de la matière pour empêcher que l'eau ne vienne. On lui dit « tu viens » et on a bien raison. Donc voilà, tous les espaces qui ne sont pas en eau en été sont des espaces qui sont soit un paysage à voir, soit un paysage à vivre. La noue très large qui a été faite et qui sert de terrain de foot aux enfants, même quand il y a de l'eau là, c'est une grande mare, et vous savez, les enfants adorent patauger dans les mares, donc ça fonctionne aussi. En hiver, l'eau est là, et il faut que le soleil aussi soit là. La meilleure manière d'avoir des logements qui sont passifs, c'est pas de prendre un label, c'est de prendre le soleil. Et donc, tous les logements, au 2 décembre, au 21 décembre, ils ont 2 heures d'ensoleillement, tous, systématiquement. Et donc, voilà, c'est les petits tests que l'on fait en dessous pour s'assurer de la solarisation idéale des logements. Quand cet écoquartier a commencé à être livré et connu, c'était le moment où les gilets jaunes apparaissaient, et on sait bien que ce n'était pas juste le prix de l'essence qui était en jeu avec les gilets jaunes, c'est aussi le coût de la vie. Et donc ce quartier a fait l'objet de reportages d'Antenne 2 et de TF1 qui sont allés voir les habitants. Et une des habitantes qui était là et qui est assistante maternelle leur disait « Regardez mon thermostat, dans un cas il était à 23, dans un autre il était… mon thermomètre, dans un cas il était à 23, dans un autre il était à 21 degrés. » Elle dit « Regardez mes radiateurs, ils étaient éteints. Ne me demandez pas quand j'ai éteint mes radiateurs, je ne m'en souviens pas. » Donc, isolation par l'extérieur efficace, inertie pour l'accumulation à l'intérieur et solarisation. Avec ça, on y arrive, y compris ici dans la vallée de la Seine, à Val-de-Reuil. Quand on a fait la visite avec la ministre, c'était pareil, les chauffages étaient coupés, il faisait moins 4 degrés le matin, mais le soleil était arrivé. Donc voilà, finalement, une architecture qui a peut-être un peu plus de trous que d'habitude, parce qu'on met des fenêtres dans les salles de bain. Et la fenêtre dans la salle de bain, c'est aussi de la solarisation supplémentaire, mais c'est aussi surtout de la qualité de vie, quoi. Vous ne faites pas 2 placards le matin quand vous vous réveillez, hein, ce qu'on a un peu trop tendance à faire aujourd'hui dans les logements. Et juste la suite de ce type de travail-là, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons l'accord de l'État, suivi par le PUCA et instrumenté par le CEREMA, pour Aquitanis, pour faire à Bordeaux des logements sans aucun système de ventilation mécanique. Ni VMC, ni ventilation naturelle assistée contrôlée, ce que j'ai déjà réalisé à Saint-Nazaire. Ça veut dire mettre des fenêtres, hein. C'est pas compliqué, c'est de la qualité de vie cette histoire-là, c'est pas juste de la technique en moins, c'est une grande qualité de vie supplémentaire. Donc voilà, ce qui est au-dessus, c'est la chaufferie bois, qu'on végétalise, mais il suffit de planter dans la terre pour végétaliser, c'est simple. Et puis c'est un quartier dans lequel on marche à pied, les voitures n'occupent pas l'espace, les voitures sont mises sur le côté. Partout, il y a des noues et la possibilité d'accueillir l'eau jusqu'à la centenale qui vient au plus près des maisons. La crèche, c'est une crèche qui est aussi passive que les logements. La lumière naturelle est là en permanence. Il n'est pas nécessaire d'allumer, finalement. Et quand on sort de la crèche, ben voilà, on n'est pas sur du béton ou sur du bitume, on est sur du stabilisé renforcé. La halle est là, la production horticole est juste à côté. Et comme, que ce soit les aquables comestibles qui sont ici, les jardins familiaux là, la production, elle, protégée pour la coopérative, et le fait d'utiliser des ânes. Et en fait, l'arrivée des ânes a eu aussi un impact fort intéressant. Vous connaissez les pédibus, hein, le fait d'accompagner les enfants à l'école avec les bus. Ben ici, c'est devenu un asinobus. C'est-à-dire qu'il faut porter les cartables de ces chers bambins quand même, quoi. On les fait marcher, mais donc ce sont les ânes qui portent les cartables. Et quand les ânes ne sont pas là, les parents n'ont pas intérêt à reprendre leur voiture, quoi, parce que les enfants veulent faire le chemin de l'âne et ils se racontent finalement cette aventure-là. Donc voilà, ce travail-là que j'ai mené avec Tribune notamment et d'autres partenaires, c'est un travail que l'on a testé du point de vue de l'empreinte écologique. On voulait s'assurer que le projet qu'on allait faire était compatible avec l'empreinte écologique de la France. L'empreinte de la France, c'est 5,3 équivalents à hectare, ce qui est bien plus que ce que la
France peut accepter, qui est 2,8 équivalents hectares. Et donc, on a travaillé sur à la fois le logement, sur le déplacement, sur la nourriture, puisque l'on en produit localement, pour arriver aux 2,9 équivalents hectares. Donc voilà, on pourrait dormir tranquille en se disant, c'est bon, on sait faire des projets qui sauvent la planète. Eh ben non, quoi. On ne construit que 1% de l'équivalent du bâti existant chaque année, et dans ce 1%, quelle est la part éco-responsable? Peanuts, quoi. Peut-être même que 1%. Donc ce n'est pas avec ces beaux projets neufs qu'on va sauver la planète, quoi. Voilà. Réhabiliter. Il ne nous reste plus que ça. Réhabiliter le monde existant, c'est le grand travail de ce siècle, et c'est le seul à partir duquel on va réussir à réagir assez vite face à la crise, en dépensant moins d'énergie, en dépensant moins d'argent, et en faisant en sorte que les gens continuent à vivre heureux chez eux. Et ici, vous en avez un exemple. Donc, ce que vous voyez tout en haut, c'est l'écoquartier des Noé. Et juste à côté, il y a ce lotissement de maisons Phoenix. Vous savez, ces maisons construites en acier et en béton. C'est le même bailleur social qui a réalisé l'éco-village des Noé et qui est propriétaire du hameau de Landel, qui est juste à côté. Et donc, comme dans cette ville, tout le monde sait que les gens qui habitent dans l'écoquartier des Noé vivent bien et qu'ils ne payent pas d'énergie, quoi. Donc d'un seul coup, ça discrédite encore plus tout le reste. Et donc le bailleur nous a demandé de réhabiliter cet éco-quartier, enfin ce lotissement, pour lui donner des qualités. Bon, on n'est pas arrivé au passif, hein, mais de redonner des qualités énergétiques, mais aussi des qualités écologiques. C'est-à-dire que tous les espaces publics, on les a traités de la même manière que l'on traite l'éco-quartier d'à côté. Et évidemment, les gens vont vivre plus heureux et en payant moins d'énergie. Donc voilà, l'éco-quartier, j'ai mis 10 ans pour le faire. Et là, en 4-5 ans, on va lui faire doubler sa surface. Parce que la réhabilitation, c'est beaucoup plus rapide à faire que de fabriquer du neuf. Donc on avait 98 logements au début, on rajoute 120 logements en 4 ans. Et du point de vue du coût, ça change tout, puisque la réhabilitation, c'est 500 € du mètre carré, 550 € du mètre carré. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Restez peut-être avec nous. On a un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc peut-être si jamais vous voulez avoir un moment pour poser des questions. Aussi pour nos intervenants précédents, hein, bien évidemment. Il y en a certains qui sont encore là. Je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui est là, qui était engagé dans le projet aussi. Je voulais juste dire un truc que tu as oublié de dire qui est très important, c'est que c'est une chaufferie bois sans gaz. Voilà. C'est vrai que c'était à souligner, c'était important. Alors en fait, madame, peut-être, pourriez-nous la présenter, parce que madame ne s'est pas présentée. Bah, elle va le faire, c'était l'AMO Développement Durable de Siloge. Ouais. Absolument. Oui, si vous êtes battu pour ça, en effet, c'est important de le ressouligner. Peut-être une autre question, une réaction? Non? Bah, écoutez, je vous propose de... Ah si, j'en vois une là-bas. Est-ce qu'on peut apporter un micro? Est-ce que vous pouvez vous lever comme ça, on vous verra mieux? Bonjour Bertrand Fétiveau, consultant. Vous avez indiqué que vous aimiez bien les fenêtres et moins, disons, les extractions d'air mécaniques. Est-ce que vous pourriez développer? Suffit-il de mettre une fenêtre dans une salle de bain pour éviter toute la tuyauterie et les investissements, voire parfois la consommation électrique? Alors, est-ce que si on enlève la VMC partout, on peut l'enlever partout? Alors, vous savez, je ne crois pas du tout au projet générique. Je ne crois pas aux manières de faire totales. Par exemple, faire du passif à Nice, ça n'a pas de sens, quoi. Même peut-être faire du passif en Bretagne, ça n'en a pas. Alors que on va dire au-dessus d'une diagonale qui irait de Caen jusqu'à Lyon, il y a un intérêt à réfléchir à ça. Et bien pour l'énergie, en général, c'est ça. Il faut chaque fois regarder en fonction du contexte dans lequel on est. Et donc, le travail que l'on fait sans aucun système de ventilation mécanique, on le fait à Bordeaux. Parce que les enjeux de chauffage à Bordeaux, c'est une autre histoire qu'ici à Paris, même déjà. Donc chaque fois, on essaie de faire ça. Mais cela étant dit, regardez bien, hein, avant l'arrivée de la VMC, c'est ce qu'on appelle les bâtiments
anciens, jusqu'à 1948, les bâtiments anciens consomment beaucoup moins d'énergie que tout ce qui va être construit jusqu'au premier choc pétrolier. Mais 2 fois moins. Et ces bâtiments anciens, ben c'est ce que vous avez ici à Paris. Hein. C'est des bâtiments sur cour, avec des fenêtres dans les WC, des fenêtres dans les salles de bain, avec la possibilité de ventilation traversante. Donc voilà, il faut tout rejouer. Nous, on veut réussir, on va réussir le projet de Bordeaux parce que la qualité de l'air, telle qu'elle est renouvelée dans les logements, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Parce que 2 placards le matin au réveil, c'est vraiment pas sympa. Parce que la relation à la lumière naturelle, c'est pas que de la santé physique, c'est aussi de la santé morale. Donc moi, je suis très attaché au Club de Rome et au facteur 4 du Club de Rome, ce rapport dans lequel il disait 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources. Et je pense qu'on n'a pas d'autre travail d'avenir que celui-là. 2 fois plus de bien-être et 2 fois moins de ressources. Alors, nous avons une autre question, madame. Oui, je voulais. Est-ce que c'est possible d'en savoir davantage sur la rénovation de cette partie-là, justement, où il n'y a pas forcément la bonne exposition et il y a des salles de bain fermées? Quels ont été les process que tu utilises? Là, on a isolé par l'extérieur, on a réhabilité à l'intérieur et on a changé le paysage alentour qui était plutôt plus minéral qu'il ne va l'être maintenant. Donc, on gère à la fois, on gère l'effet d'îlot de chaleur extérieur, on gère l'isolation de chacun des volumes et avec des logements de type Phoenix, c'est pas compliqué. Hein. C'est une volumétrie qui est tellement simple que l'isolation est très, très facile à ajouter. On ne change pas le dessin des plans dans ce cas de figure. Une autre question. Ah, madame. Bonjour, Carmela Serfati, Chambre de commerce France-Israël. Je suis aussi architecte et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'avec la rénovation et même un peu plus loin avec la récupération des matériaux, on peut arriver à intégrer des technologies performantes, de nouvelles technologies performantes? Parce que par exemple, si vous voulez mettre Internet entre des étages alors que rien ne passe, c'est peut-être compliqué, vous voyez. Alors, on est en train de réaliser pour la ville de Paris la médiathèque du 19e arrondissement et la première maison des réfugiés, donc qui est place des Fêtes à Paris. On réhabilite 2 bâtiments d'un ancien lycée hôtelier qui s'appelait Jean Carré. On garde les bâtiments. Pour moi, il faut arrêter de détruire, très clairement. Ce qui est là, c'est de l'énergie, c'est de la matière, c'est de la ressource, c'est une vraie ressource. Donc on détruit très peu. En fait, on nettoie la structure qui était là et on la vide en son centre pour faire rentrer l'air et la lumière là où l'air et la lumière ne rentraient pas. Et on installe de la ventilation naturelle. Enfin, tout est possible, quoi. Il suffit d'en avoir envie. Et on a un maître d'ouvrage, la ville de Paris, qui est extrêmement volontaire dans cette histoire-là. Les seules choses qu'on rajoute, c'est du bois. Donc tout ce qu'on rajoute, on va dire, le béton est là, c'est bon, on n'en rajoute pas. Tout ce qu'on ajoute, c'est en bois et en terre coulée. Et on va réaliser les premiers murs en terre coulée fibrée. Merci beaucoup. Oui. Levez-vous, comme ça on pourra voir mieux. Bonjour, Sandrine Rossin, Société Ypsilon Performance. Par rapport à cette notion de ventilation naturelle, est-ce que vous avez déjà été confronté à répondre à des notions de qualité d'air intérieur, notamment à des remontées de radon? Alors, c'est une chouette question que vous me posez là parce que j'ai dû la résoudre dans une réhabilitation d'une maison. Une maison qui est dans une carrière et la carrière est dans le Finistère. Donc la totale pour le radon, quoi. Et l'avantage de la ventilation naturelle, c'est qu'elle ne vous aspire pas l'air. Et donc, elle ne vous aspire pas du radon, quoi. Donc, on a ventilé le radier et on n'aspire pas l'air, donc tout va bien. Cette maison, c'est une maison qui est intermédiaire dans l'histoire de l'atelier entre la ventilation naturelle assistée contrôlée que l'on a faite à Saint-Nazaire et les logements qu'on va faire à Bordeaux, puisque dans cette maison, il n'y a aucun système de ventilation mécanique non plus et aucun système de chauffage. On est dans le Finistère. Hein. Et on a dû faire venir des éléments qui viennent de Belgique, puisque finalement, sur la ventilation naturelle en France, il y a quelques freins. Quelques-uns. Quelques-uns. Peut-être une dernière question. Ah, oui.
Bonjour. Vous qui êtes architecte et aussi porteur d'idées de frugalité énergétique, de confort et de bien-être avec la low-tech, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage vous font confiance et travaillent sur ce concept donc, qui n'est pas de la high-tech, on va pas mettre un maximum d'équipements, comme on vient de le voir avec la ventilation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les consciences du maître d'ouvrage, ils vous font confiance, ils vous donnent des missions? Est-ce que c'est différent par rapport à avant? Et comment vous avez déclenché cet acte de vous missionner auprès des maîtres d'ouvrage? Bon, sur la ventilation, on ne peut pas cacher qu'on le fait, mais pendant très longtemps, je n'ai pas dit que je faisais de l'écologie. Parce que j'ai commencé dans les années 90, donc il y a eu, on va dire, une bonne dizaine d'années où il valait mieux ne pas le dire, mais le faire. Et comme ça marchait bien et que tout le monde était content, ça allait, quoi. Maintenant, non seulement on le dit, mais en plus on nous le demande, ce qui est autre chose. Et effectivement, comme mon atelier représente un engagement, les maîtres d'ouvrage qui nous accueillent, qui nous acceptent, qui nous font confiance, nous font confiance. Alors, pourquoi est-ce que ça les intéresse? Aussi parce qu'ils en ont peut-être un peu marre de réparer des systèmes techniques trop complexes. On sait bien, plus le système est complexe, plus il tombe en rade, plus il y a de raisons. En termes de coût, c'est aussi un point qui peut être avancé pour eux? Ah ben oui. Alors, si vous voulez, il y a un équilibre qui s'opère entre le nombre de fenêtres que l'on ajoute et le fait qu'on ne met pas un petit moteur de ventilation, mais la qualité de vie que l'on amène, c'est autre chose, quoi. Non, je pense que les maîtres d'ouvrage savent aussi qu'avec l'I-B, on n'a pas le meilleur air intérieur dans le logement, quoi, hein, et que quand on met du double flux, il faut vraiment quand même entretenir le fil du double flux de façon très régulière. Donc finalement, alléger les dispositifs techniques dans les architectures, quand les architectures ont été conçues pour faire en sorte d'accueillir ce que la nature nous offre, ça les intéresse. Et en fait, excusez-moi, pour nous, la chaleur solaire, la lumière et l'air, c'est une même matière. Et on travaille comme ça nos espaces. Et les conceptions de nos plans, nous regardons ça comme une entité décisive dans le dessin des architectures. Et il faut absolument que ces trois éléments-là, qui n'en sont qu'un, entrent partout. Finalement, c'est revenir aussi à l'ADN de votre métier. C'est de savoir s'adapter à son environnement, savoir bien se situer. En fait, c'est toutes les clés du métier de base, j'ai envie de dire. Oui, vous avez raison. Avant que le mot bioclimatique existe, l'architecture dite vernaculaire était construite en fonction des lieux et des ressources. Ouais. En Bretagne, les toitures sont à 45 degrés en ardoise et les murs en granit. Les 45 degrés, ça vient du climat breton et de l'ardoise, parce que l'ardoise est lisse. Et si vous mettiez l'ardoise comme ça, l'eau rentrerait entre les ardoises. Alors que quand vous êtes avec une tuile canal, par exemple, ça peut être plus plat, et c'est pas le même climat, etc., etc. Donc il y a une relation très forte entre la réalité de l'architecture, des savoir-faire et de la qualité de vie. Hein. Parce que l'objectif, c'est 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources, quoi. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir M. Madec, d'applaudir l'ensemble de nos intervenants ce matin.